En 1926, un inventeur français a déposé un brevet pour un dispositif qui prétendait tripler les rendements agricoles. Aucun produit chimique, aucun moteur, aucune pièce mobile, un seul fil de cuivre planté dans le sol captant l'énergie du ciel. Les archives existent de toujours. Les photographies granuleuses aussi. Et à l'époque, un comité scientifique britannique a confirmé des résultats qui semblaient impossibles. Du maïs dépassant les 3 mètres de hauteur, des citrouilles grosses comme des tonneaux et des récoltes bien au-delà de tout ce que l'agriculture conventionnelle pouvait expliquer. Puis, presque du jour au lendemain, la technologie a disparu. Elle n'a pas été publiquement discréditée, elle n'a pas été prouvée fausse. Elle a simplement été oubliée. On nous enseigne que des récoltes plus abondantes nécessitent plus d'engrais, plus d'intrants, plus de produits chimiques. Mais si, au lieu d'acheter un sac de plus, nous étions censés comprendre une loi de la physique qui avait toujours existé. C'est l'histoire d'un seul fil, et de l'industrie qui l'a discrètement fait disparaître de la conversation. Le 26 octobre 1925, il officialisa son travail en déposant un brevet en Suisse. Le document, accordé plus tard sous le numéro CH 1840, décrivait ce qu'il appelait un appareil électromagnétique céleste, un système de conducteurs en cuivre et de plaques d'acier magnétique conçu pour capter l'électricité atmosphérique et la canaliser directement dans la Terre. Il ne s'agissait ni d'une théorie cachée, ni d'une affirmation formulée en coulisses. Le brevet figure toujours dans les archives aujourd'hui, détaillant chaque fil, chaque plaque, chaque connexion. Christophe affirmait que sa preuve provenait directement de la Terre elle-même. Il rapportait des avoines dépassant 1,50 m de hauteur et des arbres anciens dépérissant, retrouvant une vigueur spectaculaire. Il publiait ses résultats ouvertement dans des livres et des revues agricoles, invitant toute personne désireuse de visiter ses jardins expérimentaux à juger par elle-même. Les journaux français couvrirent ses travaux, parfois sceptiques, souvent fascinés, publiant des photographies et des schémas qui semblaient défier la science admise. Pour Christophe, l'épreuve n'était jamais destinée à rester secrète. Elle devait être mesurée en récolte, pas en théorie. Bien avant que les engrais chimiques ne dominent l'agriculture, il croyait que la nature fournissait déjà tout ce dont les plantes avaient de besoin, si nous savions l'écouter. Au début des années 1920, le comité rassemblait des rapports provenant de toute l'Europe, examinant des photographies de culture, des registres de rendement et des témoignages oculaires. Des observateurs furent envoyés dans des jardins expérimentaux et des champs d'essai documentant aussi bien des tiges d'orge géantes que d'étranges dispositifs en cuivre émergeant du sol. Leurs rapports internes, portant la mention « non destinée à la publication », racontent une histoire plus prudente. Pendant près de 2 décennies, le comité accumula des preuves, mais les images les plus spectaculaires soulevèrent toujours la même question non résolue. Aucun négatif original, aucune mesure indépendante réalisée par des tiers. Seulement des photographies flottant dans une zone grise, entre preuve et légende. Pour chaque image montrant une récolte massive, le doute persistait. Un fil et une tige pouvaient-ils réellement expliquer des résultats comme cela ? Le témoignage visuel exigeait des réponses. Et la recherche d'une explication scientifique ne faisait que commencer. Chaque champ à ciel ouvert sur Terre se trouve sous une rivière invisible d'électricité. L'air au-dessus de nous porte une charge constante, positive dans le ciel, négative dans le sol en dessous. Les physiciens appellent cela le gradient de potentiel atmosphérique. Par temps clair, la différence entre le ciel et le sol est d'environ 100 volts par mètre. Ce n'est pas la foudre, ce n'est pas quelque chose que l'on peut ressentir. Mais c'est toujours là, circulant silencieusement. Les plantes se tiennent directement à l'intérieur de ce champ. Leurs feuilles et leurs tiges, recouvertes de cires et de poils microscopiques, collectent naturellement des charges électriques présentes dans l'air. Leurs racines, enfouies profondément dans le sol, sont connectées au pôle négatif de la Terre. Chaque plante devient un pont vivant, reliant le ciel et la terre. Ce n'est pas une métaphore, c'est mesurable. Une simple tige de cuivre enfoncée dans le sol peut enregistrer un faible courant, preuve que des charges sont constamment échangées entre l'air et la terre, même lors de journées calmes et sans nuages. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cette énergie de fond est passée inaperçue. Mais au début du XXe siècle, des expérimentateurs commencèrent à poser une question dangereuse. Ce n'était pas décoratif. Les spirales apparaissent partout dans la nature, dans les plantes et les coquillages, dans les champs magnétiques et jusque dans les galaxies. Pour les premiers expérimentateurs, la raison était simple. Une spirale se comporte comme une antenne. Placée dans le sol, une spirale de cuivre était censée collecter de subtils courants telluriques et les guider directement vers la zone racinaire. L'objectif n'était pas de suralimenter la plante, mais d'amplifier ce qui existait déjà. L'électroculture différait de l'agriculture chimique sur un point essentiel. Au lieu d'ajouter toujours plus d'intrants, elle visait à déverrouiller des voies électriques déjà intégrées aux cellules vivantes. Le cuivre n'était pas choisi pour créer de l'énergie, mais pour la guider. Pour ses défenseurs, la spirale n'était pas un miracle, c'était un outil d'accordage. Et au moment même où cette idée gagnait en clarté, l'agriculture elle-même était sur le point de changer.
Au début des années 1920, la production alimentaire entra dans une nouvelle ère. L'ammoniac synthétique commença à sortir des usines en Europe et aux États-Unis à une échelle sans précédent. Les engrais devinrent bon marché, disponibles, fiables. Mais le véritable changement fut économique. L'agriculture s'orienta vers des achats répétés. Chaque saison exigeait un nouveau sac. Chaque année, une nouvelle facture. Dans ce système, une méthode qui fonctionnait indéfiniment avec un seul morceau de cuivre n'était pas simplement inutile. Elle était dérangeante. Peu à peu, l'électroculture fut requalifiée en curiosité. Les journaux utilisèrent des mots comme excentrique. Les revues universitaires perdirent tout intérêt. La question changea discrètement de est-ce que cela fonctionne à est-ce que cela a sa place. À la fin des années 1930, les fils de cuivre et l'énergie atmosphérique furent relégués au rang de folklore. Pas réfutés, simplement ignorés. Ces dernières années, la recherche de preuves est allée bien au-delà des anciens brevets et des photographies de jardin. En Chine, des chercheurs d'un institut national de sciences agricoles ont lancé une expérience à une échelle que les pionniers d'autrefois n'auraient jamais pu imaginer. L'essai couvrait 3600 hectares, une superficie plus grande que 6000 terrains de football. Des fils à haute tension furent suspendus au-dessus des cultures, conçus pour interagir avec le champ électrique naturel entre le ciel et le sol. Aucun engrais de synthèse, aucun pesticide. Seulement l'électricité atmosphérique guidée et amplifiée. Les résultats furent difficiles à ignorer. Sur l'ensemble des parcelles testées, les rendements agricoles augmentèrent de près de 30%. Blé, riz, légumes, tous montrèrent des gains mesurables. Mais le résultat le plus inattendu ne fut pas la taille. Ce fut la résilience. L'utilisation de pesticides chuta brutalement. Dans certaines zones, de 70 à 100%. Les agriculteurs rapportèrent moins d'insectes, des plantes plus saines et une croissance plus stable, même dans des régions où les ravageurs étaient depuis longtemps incontrôlables. Ce n'était pas un essai de jardin amateur, ce n'était pas une anomalie d'une seule saison. L'échelle à elle seule écartait la coïncidence. Pour la première fois depuis près d'un siècle, les anciennes affirmations de récolte multipliées par l'électricité disposaient de chiffres suffisamment vastes pour entrer dans le cadre de la science institutionnelle. Les données suggéraient quelque chose de radical mais de familier. Les plantes pouvaient prospérer grâce à une énergie qui avait toujours été là, gratuite, invisible et circulant juste au-dessus du sol. Toutes les méthodes qui utilisent l'électricité en agriculture ne fonctionnent pas de la même manière, et elles ne sont pas toutes sûres. La spirale de cuivre utilisée en électroculture passive repose entièrement sur la différence de tension naturelle entre le ciel et le sol. Il n'y a aucune source d'énergie externe, aucune batterie, aucun générateur, rien de branché sur une prise. Le fil ne crée pas d'énergie. Il agit simplement comme une meilleure antenne, collectant silencieusement ce qui existe déjà dans l'air. Ceci est très différent des systèmes électriques alimentés. Ces installations utilisent des transformateurs ou des générateurs pour faire circuler un courant à haute tension dans des fils suspendus, parfois à des milliers de volts. Bien que ces systèmes aient produit des résultats mesurables dans des études contrôlées, ils comportent des risques sérieux. Les lignes à haute tension peuvent provoquer des électrocutions, des incendies et endommager les équipements à proximité. Une seule erreur de câblage peut transformer une expérience en situation dangereuse. Les spirales de cuivre passives ne présentent pas ces dangers. Elles ne posent aucun risque pour les personnes ou les animaux et n'interfèrent pas avec l'électronique. Mais confondre ces deux approches est une erreur importante. S'attendre à des résultats spectaculaires avec une bobine artisanale reliée à une source d'alimentation n'est pas seulement inefficace, cela peut être dangereux. Comprendre cette distinction est essentiel avant de commencer toute expérience. L'électroculture passive est simple, mais les détails comptent. Utiliser du fil de cuivre nu d'environ 14 AWG. Former une spirale lâche d'au moins 3 tours, d'un diamètre d'environ 5 à 20 cm. Placer la spirale à 10-15 cm dans le sol avec la partie supérieure juste au-dessus du niveau du sol afin que l'air puisse circuler librement à travers elle. Une étape est essentielle. L'extrémité de la spirale doit faire face au nord magnétique. Une simple boussole suffit. Cet alignement suit les courants naturels de la Terre qui circulent du nord au sud. Sans cela, l'effet peut disparaître. Positionnez la spirale à 10-20 cm de la base de la plante. Les tomates, les haricots, les courges et les légumes-feuilles sont fréquemment signalés comme réagissant bien. Pour observer les changements, gardez toutes les autres conditions identiques. Mesurez la croissance toutes les 2 semaines. Prenez des photos, comparez les rendements au moment de la récolte. Certains cultivateurs rapportent des augmentations de 30 à 40%, avec moins de ravageurs et aucun intrant ajouté. Le coût est minimal. Il n'y a aucune électricité impliquée. Aucun risque pour la sécurité. Dans le pire des cas, rien ne se produit. Dans le meilleur des cas, cela vous oblige à repenser la quantité d'énergie dont les plantes ont réellement besoin. Aujourd'hui, l'utilisation mondiale d'engrais dépasse 185 millions de tonnes par an. Les coûts augmentent. La santé des sols décline. Les agriculteurs sont enfermés dans des systèmes qui exigent des intrants constants simplement pour maintenir les rendements de la saison précédente. Dans le même temps,
Les solutions qui ne nécessitent ni abonnement, ni recharge, ni achat récurrent restent largement inexplorées. L'électroculture ne prétend pas remplacer l'agriculture moderne. Elle ne promet pas de miracle. Elle pose une question plus simple. Pourquoi les méthodes qui reposent sur une énergie gratuite et naturelle disparaissent-elles sans cesse de la conversation? Lorsqu'une technique fonctionne une fois et continue de fonctionner, elle s'intègre mal dans une économie fondée sur les ventes répétées. Le progrès ralentit lorsque la redécouverte menace des systèmes établis. L'avenir de l'alimentation ne dépend peut-être pas de l'invention de quelque chose de nouveau, mais du courage de réexaminer ce qui a été mis de côté. Car parfois, les idées les plus perturbatrices sont celles qui ne coûtent presque rien. Et la vraie question n'est pas de savoir si cela fonctionne partout. La voici. Qu'essayeriez-vous si le profit n'était pas aux commandes?